Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette table ronde que nous allons animer avec mon camarade Antonin Mathian. Et nous avons le plaisir d'accueillir Dany de Seyde, qui est attachée de presse, pour discuter aujourd'hui de son métier, qu'elle va nous présenter, de l'exercice de son métier en temps de crise sanitaire et du futur donc de la profession. Et nous aborderons aussi le rôle d'une association créée il y a maintenant 1 an, qui est donc le Cercle libre des attachés de presse, dont notre invité est membre. Donc, je vais d'abord essayer un peu d'introduire notre sujet, donc qui prend place dans le contexte sanitaire que nous connaissons déjà tous et qui a impacté l'ensemble d'une filière. Et donc, cependant, il y a certains métiers, tels que celui de l'attaché de presse, qui ont été tardivement pris en compte au sein de cette crise. C'est un métier peu reconnu, mais qui est indispensable au cycle de vie de projets audiovisuels et cinématographiques, et donc que l'on va découvrir aujourd'hui, et qui a vécu un contexte d'exercice difficile. Suite donc à la paralysation des circuits culturels et médiatiques et donc de l'industrie cinématographique. Donc, nous allons donc tenter, au travers de nos questions, de comprendre la profession, ses enjeux, son adaptation au contexte actuel et aux évolutions de l'industrie cinématographique et aux modes de consommation, parce que c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer et à laquelle on doit réfléchir. Et donc, pour réfléchir à cette question, nous avons notre invité, et donc je vais lui laisser la parole pour se présenter, et nous allons lui poser quelques questions. Et donc, voilà, j'espère que ce sera enrichissant, et n'hésitez pas à poser vos questions, vous aussi, dans le chat. Hop. Bonjour à tous. C'est assez déstabilisant de savoir que beaucoup de gens entendent et qu'en fait, on est en cercle, en tout cas de ce que moi je vois à l'écran, est en cercle fermé. Donc, bonjour à tous, quoi qu'il en soit. Pour vous faire découvrir le métier que je pratique, celui d'attaché de presse, je pense qu'il faut que je vous parle de ce métier de façon globale pour que vous en compreniez les enjeux. Autrement dit, du métier d'attaché de presse en soi et de ma spécialisation qui est celle des festivals de cinéma. Et cela diffère d'une presse film. Si je prends les choses à la racine, à la source, qu'est-ce que c'est qu'un attaché de presse et à quoi sert la presse, que ce soit sur un film ou sur un festival? Avant même de parler de ce qu'est la profession d'attaché de presse. Ce qu'on appelle la promotion presse, contrairement à la promotion pure, c'est-à-dire à l'achat d'espace, c'est faire en sorte que l'on parle de ce que l'on défend, que ce soit un film, que ce soit une manifestation, le cinéma, le théâtre, la musique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, une manifestation culturelle, c'est de faire en sorte que la presse en parle et j'allais dire la cautionne éditorialement. C'est de la promotion, c'est ce qu'on appelle de la promotion gratuite, contrairement à l'achat d'espace. Je vais prendre un exemple concret sur une presse film. Demain, je suis distributeur et je décide que je veux sortir mon film qui s'appelle Mélina, par exemple. Je vais faire de l'achat d'espace, c'est-à-dire que je vais organiser une campagne où j'achète du cul de bus, où j'achète de la colonne Maurice, où j'achète de l'espace dans le métro, où j'achète des encarts dans la presse, papier ou numérique. Ça, c'est ce qu'on appelle une promotion, c'est ce qu'on appelle des frais d'édition, en fait, c'est de l'achat d'espace. Moi, en tant qu'attachée de presse, mon travail, c'est de faire en sorte qu'on parle de Mélina, mais gratuitement. Donc, je vais présenter mon film à des journalistes, aux journalistes, pour faire en sorte qu'on puisse en parler par voie de presse, avec ou sans entretien. Alors, il n'y a pas
il n'y a pas un cinéma. Si je rentre vraiment dans la partie promotion presse film dans un premier temps, mon rôle du coup, c'est d'être un passeur. Je suis le maillon entre le distributeur qui va sortir le film en salle et la salle. Et mon travail, c'est de valoriser le film auprès de journalistes pour qu'ils en disent, et bien évidemment, le plus de bien possible. Il n'y a pas un cinéma, il y a des cinémas. Donc, il y a différentes façons de travailler à ce niveau-là également. Et puis, il y a des films qui ont plus besoin de presse que d'autres. Si je travaille sur le prochain film Marvel qui va bien avec ou sur un Mission très possible et un Tom Cruise qui fait de la moto dans Paris et Dieu sait quoi, c'est un film qui de toute façon va exister par l'achat d'espace. Il y aura une envie auprès du public, puisqu'évidemment le but du jeu dans tout ça, c'est de faire en sorte que le public aille voir le film en salle. Donc il y aura une envie du public. Quand tout à coup, je travaille sur un film qui est par exemple un film turc qui s'appelle Antonin, qui n'a pas de cast particulièrement connu, qui ne bénéficie pas d'une sortie avec un nombre de copies mirobolant, qui sort, mettons, sur 5, 10 salles Paris et quelques salles en province. Mon travail, c'est de faire en sorte de valoriser ce film auprès de la presse parce que, quel que soit de toute façon l'achat d'espace que je puisse faire sur le film, si la presse n'y va pas, ce qu'on dit dans notre jargon à nous, si la presse n'y va pas, le film n'existera pas. Et c'est là que mon rôle à moi est important. Mon rôle, c'est celui d'un passeur. Mon rôle, c'est de susciter l'envie. C'est aussi de savoir faire découvrir à une presse qui n'a pas forcément entendu parler d'un nouvel auteur qui arrive sur le marché et à un moment donné qui doit bien démarrer. Si je vous dis aujourd'hui Nouri Bilge Ceylan, je dis ça parce que c'est le nom qui me vient à l'esprit, vous allez me dire ah bien sûr, mais il y a un moment où Nouri il a fait son premier film, il était complètement inconnu, avec un cast inconnu, et il a fallu que quelqu'un comme moi transmette son cinéma à une presse pour faire en sorte de le faire connaître, pour faire en sorte de le faire reconnaître, pour faire en sorte que les journalistes écrivent sur son film pour donner envie à un public d'aller voir le film en question. C'est ça le travail de l'attaché de presse. Et on sait très bien que ces films-là, ces cinématographies peut-être un peu plus fragiles, qui ont vraiment besoin comme ça d'être soutenus et suivis, s'il n'y a pas un réel accompagnement presse autour de ces films-là, ils peuvent très bien ne jamais émerger. On peut passer à côté. Et la naissance d'un auteur, très souvent, s'accompagne d'un réel travail de presse. C'est primordial. Après, voilà, le travail de presse, c'est organiser des entretiens avec ce qu'on appelle le CAS. Donc, je peux aussi avoir à faire. On peut faire, c'est-à-dire que il ne faut pas rentrer non plus dans le piège de dire d'un côté, il y aurait le cinéma d'auteur, de l'autre côté, il y aurait des grosses machines. Non, ou un cinéma plus populaire. Le cinéma populaire d'auteur à caste, français ou non, existe. Le but du jeu, c'est également d'organiser des entretiens entre les artistes qui jouent dans le film, les comédiens, les comédiennes, et le réalisateur quand on peut, même si souvent les médias sont un peu moins preneurs des réalisateurs, et tout dépend des médias, c'est toujours pareil, il n'y a pas un support, il y a des supports. Et d'organiser ces entretiens. Donc, c'est aussi on est aussi le lien entre la presse et l'artiste.
Il y a aussi toujours cette notion de protéger son artiste, quel entretien, quel type d'entretien, avec quel type de presse, une presse people, enfin, sans aucun jugement de valeur, faire un entretien, organiser un entretien pour Le Monde, ça n'est pas la même chose qu'organiser un entretien pour Gala, pour Elle, ou pour le Nouvel Obs, ou une radio. Voilà, c'est toujours pareil. Il n'y a pas non plus une presse, il y a des presses. Mais en tout cas, c'est aussi savoir se faire le relais entre l'artiste et la presse. Ça, c'est une presse film. La finalité d'une presse film, c'est de toucher le public et évidemment d'amener le plus possible de public en salle. La salle commerciale, ce que je vais appeler la salle domestique, puisque quand on travaille dans le cadre d'un festival de films, le rapport à la salle, en fait, est différent. Une autre précision que je vais donner, et c'est un peu de la cuisine, mais c'est un peu du jargon de métier, mais le travail de l'attaché de presse est aussi essentiel dans le rapport à l'exploitant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un film, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cinéma, c'est une industrie. Bien sûr, il y a l'art, mais le cinéma, c'est aussi une industrie. Il y a des gens qui vivent de cette industrie. Le film en lui-même est un produit qui se vend sur le marché. Il y a un vendeur, il y a un distributeur, il y a un exploitant. L'exploitant, avant de passer le film dans sa salle, donc je vais reprendre l'exemple de mon Mélina, quand je sors, si je sors ce que je vais appeler une grosse machine dont je sais que de toute façon ça va cartonner en salle, l'exploitant rentre le film en salle, dans sa salle, il n'y a pas de problème, il sait qu'il va faire du chiffre, il sait qu'il va les vendre ses places. Si tout à coup je veux placer, je suis distributeur, je veux placer mon film qui s'appelle Mélina ou Antonin, mon film turc, dans une salle donc auprès de l'exploitant, mon exploitant va me dire bon alors ok, mais c'est quoi ta presse là qui va tomber sur le film? Parce qu'en fait, l'exploitant, ce qui l'intéresse, c'est de savoir si de la bonne presse va tomber sur le film, pour comprendre si le public va être attentif lors de la sortie du film, va avoir envie d'aller voir le film, et du coup, si lui va faire du chiffre. Donc, le travail de l'attaché de presse, en ce sens, est essentiel, parce que c'est aussi de pouvoir dire au distributeur, bon, écoute, en termes de presse, le film, là, ça passe, mais c'est un petit peu compliqué sur tel média, c'est un petit peu compliqué sur tel média. On sait quels sont les médias qui sont prescripteurs. Télérama, Le Monde, France Inter, Libé, Les Inrocks. Même si en réalité, ça n'est pas si simple que ça, non plus, parce que les réseaux sociaux et l'émergence de la presse numérique a énormément changé la donne. Et si ces médias prescripteurs donnent aux films ces lettres de noblesse, j'allais dire, ils ne sont plus forcément une garantie d'un nombre d'entrées en salle. Ça, on le sait. Le public est autant attentif à ce que va être l'avis d'un média comme Sens Critique, par exemple, pour grossir le trait, hein, qu'un support comme Libé ou Le Monde. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de raconter. Oui, donc l'attaché de presse est vraiment un maillon important de la vie du film, parce que ça permet aussi au distributeur de comprendre combien de copies il va pouvoir placer en salle. Tout à coup, c'est est-ce que je sors 20 copies, 30 copies, 40 copies? Qu'est-ce que je vais réussir à placer? Voilà, c'est aussi cette espèce de tandem où on travaille main dans la main avec son distributeur pour qu'il puisse en fait avoir une visibilité sur la vie de son film. C'est une espèce de carnet de santé sur la vie du film, de pouvoir aussi être capable d'alerter en disant alors attention, là ça se passe pas si bien que prévu, ou de pouvoir dire ah ouais, non, là c'est bon, le film va trouver son public, on est plutôt voilà ciblé
c'est un film plutôt féminin, c'est un film plutôt trouvé, voilà, quel va être... il y a des films communautaires, tout dépend du sujet du film aussi. Moi, mon travail en tant qu'attaché de presse, il est encore différent de ça. Je suis attachée de presse pour des festivals de films. Là encore, il y a des différences. Il n'y a pas un festival, il y a des festivals qui ont des missions différentes pour différents publics. Dans la classification des festivals, il y a ce qu'on appelle les festivals de classe A et les festivals de classe B. Ça n'est absolument pas un jugement de valeur. Ce n'est pas parce qu'on est classe B qu'on est moins intéressant que classe A. Ça veut simplement dire qu'on n'a pas du tout la même mission. Dans les festivals de classe A ont pour obligation, en tout cas leur cahier des charges, et de passer les films en première mondiale ou internationale. Le Festival de Cannes, le Festival de Berlin, le Festival de Venise, avec le combo Venise-Toronto, puisque le Festival de Venise n'est pas un marché du film, le Festival de San-Sébastien, voilà, Carlo Vivari, enfin, pour ne citer que cela. Dans la vie d'un film, alors comment je vais vous expliquer ça? Comme je disais, il n'y a pas un cinéma, il y a des cinémas. Dans la vie d'un film, on va dire, dans la vie d'un film, si je reprends mon exemple de Nouri Bilselan, dans la vie d'un film, une fois que le film est terminé, le but du jeu, c'est qu'il fasse sa première mondiale dans un classe A, c'est-à-dire qu'il soit présenté pour la première fois au monde dans un festival de classe A. Prenons l'exemple du Festival de Cannes. Il se trouve que je suis l'attachée de presse de la Semaine de la Critique, qui est une section parallèle cannoise dont le délégué général est Charles Tesson, lui-même enseignant à Censier. Donc, le rôle de Cannes, c'est dans la plupart de l'imaginaire des gens, c'est de présenter des films, c'est les marches, c'est la paillette, c'est le glamour, alors on se dit, mais c'est le plus gros festival au monde, parce qu'on voit comme ça cette magnifique montée des marches qui est retranscrite, qui est retransmise tous les soirs. Eh bien, pas du tout. Le Festival de Cannes, c'est le plus gros festival du monde parce que c'est le plus gros marché du film au monde. Le cinéma, encore une fois, est une industrie. Quand on fait sa première mondiale dans un festival de cinéma, ça veut dire que c'est la première fois qu'on révèle le film au monde devant un public qui est en fait un public de professionnels. Je suis vendeur, mon métier c'est de vendre un film, donc moi je décide que j'ai vu le film Mélina, je le trouve absolument génial, il va faire sa première mondiale à Cannes, donc je vais participer au marché du film avec mon film, je vais le montrer à tous les professionnels et je vais le vendre dans différents territoires. Un distributeur français, un distributeur italien, anglais, tchèque, ouzbek, que sais-je. Le but du jeu, c'est de vendre le film sur le plus de territoires possible, ce qui multiplie le nombre de distributeurs à travers le monde, qui, eux ensuite, distribuent le film sur leur territoire. Donc, le film passe entre les mains d'un collègue étranger, italien, dont le travail est de promouvoir le film, comme je l'ai expliqué plus tôt, pour que ça sorte dans les salles des territoires en question, envers le public des territoires en question. Ça, c'est la mission d'un festival de classe A. Un festival de classe B,
n'a pas pour obligation de présenter un film en première mondiale. Très souvent, les classes B sont des festivals qui ont des thématiques précises. Donc, il se trouve que je travaille également pour des festivals de classe B. Donc, je travaille pour le festival d'Arras, qui se situe dans le Pas-de-Calais, enfin dans les Hauts-de-France, dont le délégué général est Éric Millot et la directrice Nadia Pasquetto, et dont la ligne éditoriale se situe plutôt sur les cinématographies d'Europe de l'Est, du moins pour les films présentés en compétition. Je travaille également pour le festival de Montpellier, le Cinémed, dont le directeur est Christophe Leparc, qui est d'ailleurs lui-même secrétaire général de la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Et la ligne éditoriale du festival en question, ce sont tous les cinémas de la Méditerranée, des deux côtés de la rive méditerranéenne. Donc, c'est la même chose. Très souvent, les festivals de classe B vont faire leurs courses dans les festivals de classe A. C'est-à-dire que parmi mon public de professionnels, quand je présente mon film sur un festival de classe A, ben j'ai mes festivals de classe B qui en font partie et qui viennent voir voilà, ce qui est susceptible de les intéresser et qu'ils vont pouvoir programmer dans le cadre de leur festival avant la sortie salle du film, ce qui fait d'ailleurs partie de l'accompagnement du film envers le public. Qui dit public différent dit finalement fonctions différentes en ce qui concerne la presse. Quand je travaille comme une manifestation, sur une manifestation comme le Festival de Cannes, c'est-à-dire quand je travaille sur la semaine de la critique, pour le coup, pour moi, la salle n'est plus une finalité en soi. C'est-à-dire que quand je fais de la presse film, finalement, j'arrive sur la fin du parcours, du périple de mon film, qui est, donc, sa finalité, c'est d'être projeté en salle pour un public. Quand je suis, donc cette salle domestique, comment je peux dire ça, est un lieu de culture pour le grand public. Ce qui est bien le problème, ce qu'on va aborder après avec la situation sanitaire aujourd'hui, qui est en partie réglée. Enfin non, je vais pas dire le mot réglé parce que ce n'est pas du tout le bon mot, mais il y a un moment, il va falloir qu'on parle aussi des différentes plateformes que sont Amazon ou Netflix, parce qu'ils rentrent pas mal quand même dans la donne, du coup. Moi, quand je travaille sur un festival de classe A, quand je travaille à la semaine de la critique, la salle est mon outil de travail. C'est très différent. C'est ce qui me sert à montrer le film aux professionnels. Alors, bien sûr, on est ouvert au public dans la limite des places disponibles, mais c'est vrai que le public visé avant tout reste quand même un public de professionnels. Quand ma salle, quand je suis coupée de ma salle, quand ma salle disparaît, finalement, la mission qui reste, le travail qui reste celui de pouvoir montrer les films, les faire émerger. Il faut que le film fasse sa première mondiale pour ensuite poursuivre le cours de sa vie. C'est exactement ce qui vient de se passer à Berlin avec une édition en ligne. Pour moi, en tant qu'attaché de presse, le but du jeu, c'est quoi? C'est d'être un outil de travail pour d'autres attachés de presse, par exemple. En fait, c'est de promouvoir ma section, la semaine de la critique, donc de me servir de tout ce que la semaine de la critique met en avant pour qu'on puisse parler de ma section de façon à ce qu'elle soit valorisée, à ce qu'on comprenne quelle est sa mission, quel est son rôle sur l'échiquier cannois. Donc, tout à coup, je me retrouve à promouvoir non pas un film, mais quelque part une institution, ce qui est une façon différente de travailler. Et par ailleurs, je suis là pour être un outil de travail pour les attachés de presse qui s'occupent des films dont j'ai la charge et leur faciliter le travail pour présenter le film aux professionnels. Un exemple, j'ai 10 films. Je présente une sélection de 10 films. Chacun de ces films
est lui-même représenté par un attaché de presse sur la France et un attaché de presse sur ce qu'on appelle la presse inter. En général, j'en ai 2. Sur la France, parce que Cannes, et malgré tout, même si on ne peut pas penser Cannes en ne pensant que français, on doit penser international. Même si c'est le plus gros festival au monde, c'est malgré tout un festival qui se déroule en France. Donc, il y a bien sûr énormément de presse française qui assiste au festival. Je dois, aux côtés de l'attaché de presse et des attachés de presse qui sont en charge du film, m'assurer que tout soit mis en place pour les aider à présenter le film au mieux. Plus je les aide, plus mon film est valorisé. Plus mon film est valorisé dans le cadre de ma section, plus on en parle et mieux je me porte. Il en vient du coup à se poser la question de quelle est la fonction de la presse dans ce cas-là. La presse, elle a aussi une fonction, j'allais dire, ce qui me vient en tête, c'est de financement. Voilà. Un festival, que ce soit un festival de classe A ou un festival de classe B, vit énormément de subventions publiques et privées. Le CNC, par exemple, mais ça peut être aussi des partenaires, beaucoup de partenaires. Nous, par exemple, à la Semaine de la Critique, on a différents partenaires. Je ne sais pas si je peux les citer dans ce cadre précis, mais je fais partie de ceux qui sont convaincus que le partenariat et le mécénat, contrairement à ce qu'on pense souvent en France, ce n'est pas sale, ce n'est pas sacrifier l'art que de travailler main dans la main avec nos partenaires, parce qu'ils sont indispensables pour que notre festival puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Donc, il se trouve que nous sommes partenaires de Nespresso, de Leica, de Roderer, voilà, d'institutions comme ça qui nous accompagnent, mais qui nous accompagnent aussi parce qu'elles font confiance en ce qu'on est, en ce qu'on représente, en ce qu'on véhicule, et ce que nous sommes, ce que nous représentons, ce que nous véhiculons, est cautionné par une presse qui, j'allais dire, en nous relayant, valide notre politique éditoriale. Nous, à la Semaine de la Critique, notre rôle, c'est de révéler des auteurs en sélectionnant leur premier et leur second long métrage, ce qui n'est pas simple. Parce qu'on s'aventure avec des cinéastes, on part à l'aventure avec des cinéastes qui ne sont pas encore connus, et on a révélé de nombreux auteurs comme Wong Kar-wai, Ozon, voilà, des cinéastes comme ça, qui, quand on a misé sur eux à l'époque, n'étaient absolument pas connus. Moi, je sais que souvent, on m'a dit « Ah oui, mais alors vous, les réalisateurs, ils passent chez vous une fois, et puis alors une fois qu'ils sont connus, ils ne reviennent plus. » Ben non. Pour nous, le but du jeu, c'est de les propulser sur la scène internationale. Quand un auteur démarre chez nous, quand il est révélé par la Semaine de la Critique, et qu'ensuite je le retrouve à la Quinzaine ou à l'Officiel ou à Venise ou dans un autre festival, on estime qu'on a bien fait le boulot. Le fait que ce travail-là soit relayé par voie de presse est très important, en fait, pour obtenir des subventions, pour que nos partenaires aussi restent à nos côtés. C'est cette image, c'est une presse d'image, en fait. C'est cette image qui nous aide à exister, à vivre et à obtenir aussi tout bêtement de l'argent. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre à un moment donné, y compris dans la culture. Sur un festival de classe B, c'est différent. Parce que là, tout à coup, mon rôle se situe sur 2 niveaux. Et c'est là, en fait, que c'est intéressant de se poser la question, à quoi sert la presse? La presse, elle sert à asseoir l'image, ce que je viens d'expliquer sur mon classe A, c'est-à-dire que moi, quand je travaille sur le festival ou le festival de Montpellier, pour vivre, j'ai des subventions du CNC, j'ai des subventions de la région, j'ai des subventions des politiques, je peux avoir du partenariat privé, mais c'est comme ça que mon festival il existe, c'est par ces subventions-là. Moi, cet argent, il me sert
à payer les gens qui font le festival, qui sont des gens d'ailleurs très souvent qui ont des statuts précaires. Ça peut être des intermittents du spectacle, ça peut être des contrats courts, ça peut être et qui dépendent de ce festival pour vivre, pour générer des heures, et là, tout à coup, en fait, ma presse doit servir à deux choses. J'ai cette presse d'image, Télérama, Libé, Le Monde, qui sert à asseoir ma manifestation dans l'esprit de mes financeurs qui vont se dire « Oh, bah dis donc, je fais bien d'investir dans cette manifestation-là parce que du coup, on parle de nous sur des supports nationaux qui comptent, c'est super, oh mon Dieu, je suis ravie, je vais leur refaire un beau chèque pour grossir un peu le trait. » Mais mon boulot, c'est aussi de faire en sorte que le public vienne dans la salle. Et là, tout à coup, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait la même chanson. Parce que la bonne question à se poser, et c'est là qu'interviennent toutes les mutations finalement qu'a subi le métier d'attaché de presse ces dernières années, comment je fais pour toucher les gens? Comment je fais pour parler à quel public et à un maximum de gens pour leur présenter ma programmation, pour leur dire que mon festival, il est drôlement chouette, qu'on passe des films drôlement chouettes et que ça serait super qu'ils viennent un petit peu du côté de nos salles pour voir comment ça se passe et qu'ils viennent voir nos films, les films qu'on a programmés pour eux. Et c'est là que tout à coup, on se rend compte que toutes ces émergences médiatiques sont absolument primordiales dans notre travail de presse. Ce sont des regards sur lesquels d'ailleurs je n'émets aucun jugement de valeur parce que, encore une fois, il n'y a pas une presse, il y a des presses. Les cahiers du cinéma ne sont pas Paris Match, qui ne sont pas Libé, qui n'est pas Le Parisien, et ainsi de suite. Quel support pour quel film, quel type de presse pour quel public, comment je fais, comment je m'y prends. Et on s'aperçoit très vite qu'en réalité, c'est exactement... Je vais prendre un schéma parallèle, mais qui est un peu le même, ou un exemple que je donne assez souvent. Je suis Emmanuel Macron et je veux m'adresser aux gens, je veux m'adresser au peuple. Alors, est-ce que je demande à mon attaché de presse d'appeler le service politique du Monde pour lui dire « Emmanuel Macron souhaite s'exprimer dans vos pages », comment ça se passe? Ben non, je tweete. Je tweete. D'abord, je tweete et ensuite, ça se retrouve dans les médias. L'importance, la prépondérance, la façon dont la parole des influenceurs occupe l'espace médiatique est devenue très, très importante. Ce qui signifie qu'à mon niveau, c'est une autre façon de travailler. C'est aussi d'autres enjeux, un autre langage, une autre façon de présenter les films. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces nouveaux profils, ces profils qui émergent sont des profils qui ne vivent pas de la critique. C'est-à-dire que quand je parle avec mon journaliste du Monde, très souvent, alors soit il est pigiste, mais il vit de sa pige, soit il est permanent, ce qui est de plus en plus rare. Hélas, c'est pas une époque rigolote pour la presse en ce moment, qui tâtonne et qui se cherche aussi. Voilà, mais en tout cas, ce sont des gens qui vivent de leur plume. Les profils émergents sont souvent des gens qui ne vivent pas de leur plume, qui peuvent pratiquer complètement une autre profession, mais qui communiquent, sont plus des communicants, qui communiquent sur le cinéma en l'occurrence, en dehors de leurs heures de travail, de leur travail rémunéré, mais ce qui leur confère une grande liberté, puisque du coup, ils peuvent se permettre d'exprimer en gros ce qu'ils veulent,
Enfin, sauf que s'ils collent trop les distributeurs à dos, ils n'auront plus accès au film, ça devient un peu compliqué. Donc c'est toujours une danse, c'est un pas de danse comme ça à deux qui s'opère, qui est toujours un peu fragile. On essaye de travailler en bonne intelligence malgré tout. Mais la façon de travailler avec ces regards-là est différente. Et surtout, le public a tendance à leur faire davantage confiance parce que ce sont des gens qui ne sont pas payés pour consommer. Quand je suis un rédacteur payé pour aller voir un film et écrire dessus, ça n'est pas du tout la même chose que la personne qui, sur son temps libre, va aller voir un film et écrit dessus de façon tout à fait libre. Moi, en tant que public, c'est comme sur TripAdvisor, en fait. Je vais avoir plutôt tendance à faire confiance à mon voisin qui a payé pour consommer. S'il me dit que c'est bien, ok, j'y vais. Et ces communicants-là, qui sont de plus en plus prépondérants via les réseaux sociaux, est primordial. Et mon travail à moi, dans le cadre de ma presse festival, c'est de comprendre comment travailler aussi avec eux, parce que dans la réalité, c'est aussi beaucoup eux qui remplissent mes salles. Et il y a un moment où, en tant que festival de cinéma, j'ai besoin de faire de la billetterie, tout simplement pour aussi rentrer dans mes frais, puisqu'organiser un festival de cinéma, c'est très très cher. C'est inviter des talents, c'est du transport, c'est de l'hébergement, c'est des frais de sous-titrage de copies, c'est des salaires, c'est que sais-je. Donc ça coûte. Voilà, les festivals ont des budgets assez conséquents. Et il y a un moment, il faut que je trouve un moyen pour pouvoir faire tourner ma machine. Donc la fonction de l'attaché de presse, en l'occurrence, elle se situe à ce niveau-là. Quand les salles ferment, qu'est-ce qui se passe? Quand je suis attachée de presse film, eh ben, mes films ne sortent plus en salle. Alors, déjà, moi, en tant qu'attachée de presse, je suis coupée de mes outils de travail. Je ne peux plus travailler. Je suis indépendante. Je n'ai plus aucune source de revenus du jour au lendemain. C'est aussi bête que ça. Ou aussi dramatique que ça, serait plutôt le bon mot. Pourquoi le clap? Pourquoi le clap? Parce que, pour une raison que je ne saurais pas très bien expliquer, à vrai dire, aucune association d'attachés de presse n'existait à ce jour. Alors c'est vrai qu'on pratique souvent nos métiers de façon indépendante. C'est vrai que finalement, on a chacune nos spécialités. On sait qu'un tel fait plutôt du cinéma français. On sait qu'un tel fait plutôt du cinéma pointu d'auteur européen, qu'un tel fait plutôt du cinéma américain à caste. Voilà, mais pour une raison très singulière, aucune association, on n'avait pas créé d'association, aussi parce que c'est un peu compliqué de comprendre ce que c'est que notre métier, et puis on nous casse dans quoi? On n'est pas presse. Par exemple, à Cannes, c'est toujours très compliqué pour nous accréditer. On rentre dans quelle case? On n'est pas presse, on est attaché de presse, donc on n'est pas journaliste. En même temps, pour une raison que je ne comprends pas très bien, on ne fait pas partie des professionnels comme peuvent l'être un producteur, dont le travail est clairement identifié. Nous, les attachés de presse, parfois, on fait un peu nounou, on va là où notre compétence nous porte. On est un peu des couteaux suisses, en fait. On finit par savoir un peu tout faire. Quand on travaille dans le cadre d'un festival, très souvent, on se retrouve à faire un peu de programmation, à faire de l'événementiel, à monter des jurys. Voilà, on touche un peu à tout. Et du coup,
c'est très compliqué de pouvoir dire de façon comme ça, très carrée, un attaché de presse, c'est ça. Pas très simple. Et donc, avant cette pandémie, le CLAP n'existait pas, mais ce qui signifiait aussi que nous n'avions aucun réel statut, ce qui signifie aucune réelle protection. Et quand on se retrouve de façon aussi violente, rapide, soudaine, coupée de nos outils de travail et sans ressources, et qu'on n'a pas de statut social, qu'on n'est pas reconnu dans le cadre de cette profession pour le métier qu'on exerce et pour ce qu'on est, et ben on se retrouve un tout petit peu, pardonnez-moi du terme, à poil. Et surtout, il y a un moment où on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc, il a fallu revendiquer ce que nous étions, faire comprendre à quel moment notre métier, notre activité, notre fonction est primordiale dans la vie d'un film. Avant même d'envisager de faire comprendre à quel point elle est importante dans la vie d'un festival de films. Parce qu'encore une fois, la situation pour un festival de films est différente. Donc, quand je suis attachée de presse film, eh ben là, je ne travaille pas. Et je prie pour que les salles ouvrent avec tout ce que cette situation engendre en ce moment, 400 films qui sont sur des étagères et qui attendent de sortir. Ce qui veut dire que si demain les films ouvrent, si les distributeurs veulent mettre sur le marché d'un seul coup tous leurs films, ça va être un véritable carnage. Je vais me retrouver avec quoi? Allez, on va faire à peu près le calcul vite fait. 20 films, 30 films qui sortent par semaine. Comment la presse fait pour absorber ça? Comment les salles font pour absorber ça? Comment la presse fait pour absorber ça? Comment moi, attachée de presse, je fais pour défendre mon film et convaincre mon journaliste que mon film, il est quand même vachement mieux que les 29 autres qui sortent la même semaine et que du coup, dans ces 2 pages qu'il a de rédactionnel, évidemment, c'est du bien qu'il faut qu'on parle et pas de celui des copines ou des copains. C'est un peu compliqué. C'est un carnage. C'est un carnage. C'est vraiment problématique. Comment ces films-là vont trouver leur respiration? Là, pour le coup, on ne sait pas, mais je pense que à chaque niveau de ce métier, on est tous désarçonnés par cette situation. Je suis à un festival de cinéma, ma salle ferme. Je cherche des alternatives. Encore une fois, Berlin, qui fait un festival en ligne. Pourquoi on le fait, ce festival en ligne? On le fait, encore une fois, parce que le film, mon film, a besoin de faire sa première mondiale quelque part pour ensuite pouvoir poursuivre sa vie dans un classe B jusqu'à la salle. Si mon film n'a pas fait sa première mondiale dans un festival de classe A, il reste sur des étagères. D'où les labels Cannes de l'année dernière. Thierry Frémaux labellise 56 films. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est comme si ces films-là, on va dire que Cannes aurait eu lieu. Et ces films-là, je les labellise parce que c'est un peu l'équivalent d'une première mondiale. Donc, du coup, hop, 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 ça y est, vous pouvez aller sur un classe B et poursuivre votre vie en salle. Sauf que ce n'est pas si simple que ça non plus. Parce qu'en fait, le label veut dire qu'on s'est fiancé, mais que le mariage n'a pas été consommé. Du coup, on se retrouve, par exemple, avec des films labellisés Cannes, projetés au Festival de Saint-Sébastien, qui est un festival de classe A. C'est des schémas, en fait, qui n'existent pas, mais qu'il faut inventer comme ça sur le tas pour le bien des films. Du coup, moi, en tant qu'attachée de presse de festival de films, je continue à travailler, je poursuis mon travail.
Mon travail, ça reste de valoriser ma section, ça reste de valoriser les films au maximum, même si on sait que, pour le coup, les conditions ne sont quand même pas les mêmes, parce que pas mal, il y a des ayants droit qui préfèrent que leur film, par exemple, ne soit pas projeté dans le cadre d'une édition numérique. Je suis épouse de producteur, donc mon époux s'est trouvé dans ce cas de figure, par exemple, pour Cannes l'année dernière, avec des films qui auraient dû aller à Cannes et qui n'ont pas pu, puisque Cannes n'a pas eu lieu physiquement du moins. Et là, tout à coup, il se gratte la tête en se disant qu'est-ce que je fais? Je prends un label ou j'attends un an pour avoir une chance d'être projeté en physique? Lui, il a décidé d'attendre un an pour des raisons qui lui appartiennent. Certains le font de crainte du piratage, tout bêtement. D'autres le font parce que se projeter son film en numérique, tout à coup, pose aussi la question de la consommation de l'image. Quand on sait que les 12-25 ans consomment l'image plus seulement, même plus sur un écran de télévision, on parle d'un écran d'ordinateur, voire de ça. C'est-à-dire que maintenant, c'est là-dessus que ça se passe, ce qui est un peu dramatique. Quand on voit l'offensive de plateformes comme Netflix, et je ne parle pas de qualité de la proposition, je parle simplement de ce qui véhicule une image. Quand on voit l'offensive Netflix qui propose un line-up exactement comme le ferait un distributeur, en disant nous maintenant on va sortir un gros film par semaine et tac, 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 dépliant comme on le ferait pour une sortie salle, toutes les grosses sorties qui vont avoir lieu dans les prochains mois, ça pose quand même des questions sur l'avenir de la salle. Donc, si moi, je commence à dématérialiser mon festival et le rapport que peuvent avoir les gens à la salle et aux artistes, puisqu'un festival de films, c'est avant tout un lieu d'échange, c'est un lieu où le réalisateur peut rencontrer son public physiquement, sentir sa salle, sentir la réaction du public, lui parler, mener des débats. Alors, ce n'est pas forcément le cas à Cannes, parce qu'on ne peut pas se le permettre dans la grille, mais sur un classe B, c'est même la marque de fabrique du festival. Je présente un film, j'invite l'équipe dialogue avec le public. Il y a de l'échange. C'est ça l'âme d'un festival. Quand tout à coup je dématérialise mon festival, ça veut dire que je n'ai pas cette espèce de fonction aussi parfois d'éducation à l'image. Tous ces programmes d'éducation à l'image qui se multiplient dans les festivals de cinéma, c'est aussi pour apprendre aux nouvelles générations ce qu'est leur patrimoine, ce qu'est le patrimoine du cinéma, parce que savoir aussi voir des œuvres de cinéastes, c'est leur apprendre à mieux s'emparer de nouvelles œuvres. Leur apprendre à voir de l'image, à critiquer de l'image, c'est aussi leur apprendre à avoir un regard critique, pas seulement sur des images de cinéma, sur des images d'actualité, sur les images qu'on voit passer sur un fil Twitter, qu'on voit passer sur TikTok ou je ne sais quelle appli. Les former à cet œil critique, c'est primordial. Tout ce qu'on ne peut pas faire finalement, ou moins bien faire, par ces versions dématérialisées des festivals. Donc, ça pose problème. Ce qui n'empêche que moi, en tant qu'attachée de presse de festival de films, pour l'instant, je ne suis pas à l'arrêt parce que j'ai fait... Enfin, cela dit, j'ai eu du bol. Le festival de Montpellier, l'année dernière, a eu lieu sous Covid, certes, sous couvre-feu, certes, ça a été une sacrée expérience, mais il a eu lieu. Le festival d'Arras, lui, a été annulé, ce qui est extrêmement violent. Extrêmement violent. Et on a choisi de ne pas faire de déclinaison numérique.
Si cette année, le contexte sanitaire ne permet pas d'organiser le festival en présentiel, je pense qu'on va se poser la question du numérique pour le coup. Il en va aussi de la survie de ma manifestation à un moment donné. J'arrête mon festival, j'arrête mon rapport à mes partenaires, j'arrête toute une machine, j'arrête de faire travailler les gens en région. Un festival de cinéma, c'est faire travailler des restaurateurs, de l'hôtellerie. Pour la ville de Cannes, par exemple, l'arrêt de Cannes a été une catastrophe, mais pour aussi des festivals de classe B, qu'un festival n'ait pas lieu, c'est une catastrophe. Ce sont des industries qui sont finalement à l'arrêt ou ralenties dans leur activité. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Alors, oui, merci beaucoup en tout cas du coup, pour cette présentation très complète, non seulement de votre métier, mais aussi des impacts que la crise a été amenée à avoir. Donc, on va vous poser quelques questions. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, donc exact, pareil, sur le métier d'attaché de presse en particulier, puis sur la crise sanitaire aussi. Donc, vous avez parlé un peu de votre parcours et de ce que vous étiez amené à faire. J'aurais aimé savoir quelles sont les études qu'il faut faire pour devenir attaché de presse et qu'est-ce que vous avez fait? C'est une bonne question et je pense que ça explique aussi la formation du CLAP, cette tardive formation du CLAP. Il y a les FAP, qui ne s'appellent plus les FAP d'ailleurs maintenant, je crois, justement dû aux mutations de nos métiers, donc qui comprend l'école des attachés de presse et de la communication, je crois. En réalité, alors moi, j'ai fait Censier, pour vous répondre. En ce qui me concerne, j'ai fait Censier. Je me destinais plutôt à l'enseignement, à vrai dire. Je suis arrivée à la presse, comme très souvent, pas mal d'entre nous, complètement par hasard. Je travaillais chez Gaumont, en fait. Quand j'étais étudiante, j'ai commencé en travaillant chez Gaumont à l'exploitation, donc ce qui n'a absolument rien à voir. Et de là, par le réseau, j'apprends qu'un copain qui est attaché de presse part à Cannes, son assistante a planté, il cherche quelqu'un. Moi, de toute façon, je vais à Cannes. Bonjour, on ne se connaît pas, tu vas à Cannes, je vais à Cannes, j'ai jamais fait attaché de presse, ça me branche bien de savoir comment ça se passe, on va faire affaire, super, on va bosser ensemble 15 jours, et puis j'y suis restée 5 ans. Et l'attaché de presse en question s'appelait à l'époque François Guérard, il est devenu depuis Hassan Guérard, et nous sommes d'ailleurs toujours en contact, c'est vraiment, voilà, c'est un peu ce qu'on appelle la famille. Et puis donc j'ai fait pas mal de presse-film avec lui et il a fallu que je fasse de la presse-film pour comprendre que ce qui m'intéressait c'était la presse-festival parce que la façon de travailler est finalement différente. Une presse-festival, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'en fait, pour être un bon attaché de presse-festival, il faut de toute façon être passé par la presse-film. Il faut comprendre de quoi son interlocuteur a besoin pour pouvoir être le meilleur outil possible. C'est ça, être un attaché de presse festival. J'y suis arrivée comme ça, par la rencontre d'un tel qui m'a fait rencontrer un tel, et puis une première proposition de festival où on se dit pourquoi pas, et puis on se trouve et on découvre que c'est ça qu'on aime, et puis finalement, je me suis spécialisée dedans, sachant que je ne fais, en ce qui me concerne, c'est un choix, je ne fais plus du tout de presse-film. En revanche, je suis allée encore un peu plus loin en me spécialisant dans d'autres domaines que ceux des festivals. Il se trouve que je travaille aussi pour la Fondation Cannes pour le cinéma. La Fondation aide la jeune création avec l'aide à la création, c'est-à-dire un soutien financier, là pour le coup, chaque année à 5 cinéastes pour réaliser leur premier ou leur second long métrage. Et j'en suis très fière de ma fondation. Elle a été lauréate du César du meilleur premier film 3 années d'affilée.
Petit Paysan, Scheherazade, et avant ça, Divine, de Ouda Benyamina, qui a également été caméra d'or à Cannes. Je travaille également pour le Groupe Ouest, qui est une résidence d'écriture située en Bretagne, et qui, elle, pour le coup, aide des scénaristes à, comme dit Antoine Leboss, son fondateur, il a un mot que je trouve assez joli, il les aide à accoucher de leur scénario, parce que parfois, on parle vraiment de ça. C'est pas toujours simple, il y a des blocages, il y a des systématismes comme ça qu'il faut débloquer un par un. Et par exemple, cette année, en résidence, on avait Lucas Dont, qui est venu avec son deuxième long métrage, mais je pourrais en citer d'autres, Laszlo Nemes, on a eu la réalisatrice de Mignonne, on a eu... Enfin, voilà, en fait, ce qui me passionne, c'est vraiment la vie d'un film. Comment ça respire un film. Parce que c'est vraiment quelque chose qui respire, c'est vraiment quelque chose qu'on accompagne. Et le comment ça marche me passionne. Donc, je me suis spécialisée dans la presse cinéma au fil des rencontres. Et ce métier se construit sur le relationnel essentiellement, à la presse, bien sûr. Et en fait, ce métier, pour pouvoir bien l'exercer, il faut, je crois, fondamentalement l'aimer. Parce que c'est très compliqué à différents niveaux, mais aussi dans la relation presse qui s'est tendue et qui s'est tendue de plus en plus au fil des années, mais parce que les journalistes eux-mêmes sont confrontés à des situations qui ne sont pas simples, de par la révolution numérique. L'avènement de nouveaux supports, l'avènement de nouvelles émergences, d'une nouvelle façon de travailler, des rédacteurs qui, en plus d'alimenter le papier, doivent alimenter le web. Sauf qu'il y a un moment, les petits loups, ils ont une tête, deux bras, et les journées, elles ne peuvent pas faire 92 heures, et je les comprends. Et quand ils ont 20 filles comme moi sur le dos à longueur de semaine pour leur dire vois mon film, il est génial, vois mon expo, elle est super, parle de mon DVD parce que nanana, viens dans mon festival parce que c'est le meilleur de la Terre. Enfin, c'est extrêmement compliqué pour eux aussi de se retrouver, de faire des choix, de travailler tout court. On est arrivé dans une situation de trop pour eux aussi. Par ailleurs, je pense que cette profession telle que je l'exerce aujourd'hui est d'une certaine façon amenée à disparaître en l'état. C'est-à-dire que la frontière entre la presse et la communication est devenue tellement ténue. Je crois qu'on ne peut pas penser presse sans penser com, ce qui veut dire que le profil de mon métier change, et je ne l'exerce pas aujourd'hui comme je l'exerçais il y a 10 ans ou il y a même 3 ans. Alors, moi, en l'occurrence, il se trouve encore une fois que ça me passionne. Je trouve qu'on vit une époque passionnante. Comment ça marche, comment ça se passe, comment je touche les gens, comment je leur parle, comment je travaille avec ma presse, comment on peut faire pour travailler ensemble si on garde en tête que finalement dans tout ça, la seule et unique chose qui compte, mais vraiment, et je le dis du fond du cœur, c'est le film, c'est l'auteur. On est tous au service de l'auteur. Quand on garde ça en tête, il n'y a rien qui ne soit concevable ou réalisable. C'est ça le plus important. Et quelle victoire quand on voit qu'un film trouve sa respiration, qu'il trouve son public. C'est le plus beau cadeau. C'est vraiment des moments d'émotion intense. Comment on arrive dans ce métier ? Avec de la passion et de l'envie, je crois.
Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de… Mais j'ai envie de… Oui, si, parce que dans les autres métiers de cinéma, peut-être, c'est vrai qu'il y a plus de… Il y a plus de formations, les écoles de cinéma, la FEMIS, ou 3IS, ou ce qui était Vaugirard pour les métiers beaucoup plus spécifiques. Certes, après, est-ce qu'il y a une école pour être un bon producteur, par exemple? Je ne crois pas. Je crois que les ressorts sont les mêmes. Il n'y a pas un producteur, il y a des profils de producteurs, parce qu'encore une fois, il n'y a pas un cinéma des cinémas. Et le moteur, c'est avant tout la passion. Alors, j'avais une question. Comment est-ce qu'on peut voir qu'un film a trouvé son public et comment est-ce qu'on peut toucher un public justement quand tout est en ligne et comment est-ce qu'on arrive à évaluer un petit peu ça? Parce qu'il marche en salle et qu'on a un distributeur heureux et un exploitant qui fait plein de sous avec plein de gens sur ses sièges. C'est au nombre d'entrées. Mais Il y a des films, il y a des films qui sortent en salle et qui font 2000, 3000 entrées. Et là, on se dit, mais tout ce travail, tout cet argent dépensé pour 2000 entrées, c'est une catastrophe. Et là, on se dit que le film n'a pas trouvé son public. Et ça peut arriver qu'un film cartonne en presse et ne trouve pas son public. Parce que, à ce moment-là, c'est une thématique qui ne fait pas envie. Parce que c'est une question que je pose très souvent. Je suis amenée à travailler très souvent avec des stagiaires et ça me questionne. Souvent, je leur dis, mais quand tu vas voir un film, qu'est-ce qui t'a donné envie? Qu'est-ce que tu as lu? Comment ça marche? Et souvent, j'ai des stagiaires qui me disent, mais Allociné, je vais voir l'affiche. C'est l'affiche qui va pas bien, c'est le pitch du film qui tout à coup fait pas envie, c'est le tweet qui va pas bien et qui à peine la première projection de presse balance que le film est une je sais pas, daube notoire, Dieu sait quoi. Parfois on sait pas. Parfois, on ne sait pas. Et puis, il y a des films, tout à coup, c'est le petit miracle. Pourquoi le film dont on n'attendait pas grand-chose, le petit film polonais en noir et blanc, pouf, ça cartonne. Il y a des films qui cartonnent, et puis 2 ans après, on se dit « Oh, c'était quand même surévalué ». Là, pour le coup, on se rend compte qu'il n'y a pas de règles. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se le dit? C'est quand mon distributeur, il a claqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous pour sortir le film en salle et qu'au final, il prend le bouillon parce que le film ne marche pas, parce que le public ne vient pas le voir. C'est comme ça qu'on sait qu'un film ne marche pas. c'était plus davantage en ligne, surtout par rapport au festival. Comment est-ce qu'on arrive à essayer de toucher un public quand tout va être en ligne, en fait? C'est une bonne question sur laquelle nous pataugeons allègrement encore. J'imagine que ce sont des algorithmes où on peut calculer le nombre de vues. Mais après, quand c'est Berlin qui a lieu en ligne, il n'y a pas un public, il y a des publics. Quand c'est Berlin qui a lieu en ligne, ce qui est important, c'est que le film soit vu par les bonnes personnes qui vont ensuite acheter le film, le vendre dans leur pays, ou ainsi de suite. Quand c'est un festival de classe B qui a lieu en ligne, c'est une bonne question. Et là, pour le coup, cette expérience-là, moi, je ne l'ai pas vécue. Encore une fois, parce que j'ai eu la chance de passer à travers les mailles du filet. Mais il y a des festivals qui se sont déroulés en ligne. Le Festival des Arcs s'est déroulé en ligne. Et j'ai énormément de respect pour le travail du Festival des Arcs et d'autres. Il faudrait leur poser la question. Mais je pense que c'est au nombre de vues, tout simplement. Combien sont des salles virtuelles, en fait.
Nous, à la Semaine de la Critique, on travaille avec Festival Scope beaucoup, qui est une plateforme, qui est une plateforme professionnelle qui sert à montrer les films de festival, de classe A souvent, à d'autres festivals, Festival Scope. Et donc, on crée des salles virtuelles avec un nombre de places et des séances fixes. Donc, par exemple, mon film Mélina va passer demain à 14 h pour une jauge de 500 sièges. J'ai un moyen de savoir si ma jauge elle est remplie ou pas. Donc, j'imagine que pour les festivals qui ont eu lieu en ligne, il doit y avoir un algorithme qui a été mis en place, ou un algorithme n'est pas le bon mot, un système qui a été mis en place pour pouvoir jauger du nombre de connexions. Et en regard du nombre de connexions qui se sont effectuées sur les salles virtuelles, on sait si ça a fonctionné ou pas, en fait. Il y avait, je me permets aussi, puisque c'est une question qui ressort aussi de la part du public qui nous regarde sur YouTube. Vous avez expliqué à quel point votre profession avait pris en main un peu son destin, et en créant des associations et en essayant d'augmenter la visibilité auprès du grand public et auprès des professionnels eux-mêmes. Est-ce que vous pensez que la crise actuelle a permis aussi de sensibiliser, et les initiatives que vous avez prises ont permis de sensibiliser les pouvoirs publics à votre situation? Oui. Et quelles mesures ils peuvent mettre en place pour essayer de vous aider à... Mais il y a eu un fonds de soutien, c'est-à-dire que on a été, il y a des classifications par secteur et par corporation. Donc nous, tout à coup, on est rentré dans ce qu'on appelle le secteur 1. À partir du moment où on rentre dans le secteur 1, ça veut dire qu'on est assimilé réellement au métier du cinéma, et qu'à ce titre, on a pu prétendre à un système d'aide et de soutien qui a été mis en place par le gouvernement. On ne pouvait pas y prétendre avant. Alors, bien sûr, il suffit pas de dire hop, 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 j'ai perdu 5 euros. Il faut pouvoir justifier d'une baisse conséquente de son revenu. Donc fournir les justificatifs adéquats pour pouvoir en bénéficier. Je ne pourrais pas vous dire très exactement comment ça fonctionne, puisque je n'y ai pas souscrit moi-même, puisque j'ai eu la chance ou la malchance, comme on veut, de ne pas perdre suffisamment d'argent pour pouvoir y prétendre. J'ai pas de bol. Il faut être à un certain seuil de désespérance pour pouvoir prétendre l'obtenir. Mais en tout cas, certaines de mes collègues qui se sont vraiment retrouvées dans une merde noire, excusez-moi du terme, du jour au lendemain, tout à coup, cette aide du gouvernement a été la bienvenue, parce que sinon, ils ne s'en sortaient pas. Vous vous rendez compte, du jour au lendemain, comme ça, quoi, plus rien. Tout en continuant à travailler, c'est-à-dire qu'il y a eu ces périodes où les distributeurs disent « Bon, alors ça reprend, pouf, on remet en route. » Puis tout à coup, le film ne sort plus. Bon, bah alors non. Ah ben on y retourne, pouf, on recommence à travailler. Ah ben non, finalement, on ne sort plus, pouf, on arrête. Comment on se fait payer de ça? Comment on quantifie le travail effectué? Comment on s'arrange? Comment ça se passe? Sachant que le distributeur, c'est pareil, il n'a pas des fonds illimités. Il a un budget qui est alloué à un attaché de presse pour sortir son film. Il ne va pas le multiplier 10 fois au fil des confirmations, annulations, confirmations, annulations. Je te paye plus. Enfin, c'est un cauchemar. Donc voilà, mais donc ça a permis quand même à certaines d'entre nous de s'en sortir. Sans ça, on ne s'en sortait pas. Et puis, ça a permis surtout de mettre l'éclairage et la lumière sur une profession méconnue. C'est-à-dire que ce maillon essentiel qu'est notre travail entre finalement le distributeur et ce moment où ce film fait le film fait le grand saut. C'est-à-dire que quand un auteur ou quand un distributeur fait sa première projection de presse, c'est ça, le film est lâché.
Le film, il sort de son cocon. Pouf, pouf, pouf. Là, il était protégé. Il est entre les, voilà, le producteur, le distributeur, l'auteur qui trouve que c'est absolument le plus grand chef-d'œuvre que la Terre ait porté, que ça va cartonner, on y croit à fond, et ci et ça. On est dans son cocon. Et puis tout à coup, pouf, on fait une projection de presse. Le film sort de son cocon. Et là, il a sérieusement besoin d'être accompagné la plupart du temps. Et nous, on est là pour ça. Vraiment. Et ce rôle d'accompagnement des films est primordial et finalement n'a jamais été pris en compte. C'est-à-dire que très souvent, quand le film fonctionne, on dit « Ah, parce que c'est un bon film ». Par contre, quand le film se plante, très souvent on dit « C'est parce que l'attaché de presse a mal fait son boulot ». Bah voyons. Voilà, c'est pas toujours super simple. Je pense que ça a permis de mettre en lumière ce qu'est réellement notre travail. Oui, oui, y compris auprès de pas mal de gens du métier. Je vois qu'il y a une autre question aussi dans le chat sur YouTube. Je vois que quelqu'un nous demande psychologiquement et humainement comment on vit ces moments d'attente et d'incertitude. Quand on fait de la presse film, pas bien, parce qu'on n'est pas au repos en fait, on est tout le temps sur le qui-vive. C'est un peu comme un comédien qui attend d'être appelé pour un rôle. Donc c'est compliqué ce qui se passe dans la tête. Quand on est proche de ces auteurs, beaucoup d'entre nous suivent leur auteur depuis très très longtemps. Et puis l'auteur en question, il a son film qui est là, qui attend, qui n'est pas sorti, qui est sur le carreau. Ou alors, on avait commencé à travailler sur un premier long métrage, sur un deuxième long métrage. Il y a ce moment où un auteur, un réalisateur sur un premier long métrage, ce rapport, souvent, il est fusionnel parce qu'il attend tout de nous. Il attend plus et il attend encore. Il attend que les mots magiques sortent de notre bouche. Il attend le monde. et ça nous touche, ça nous remplit, ça nous motive, Et là, notre auteur, on le voit, il est malheureux parce qu'il a son film sur les bras. C'est horrible. C'est horrible. C'est vraiment ça abominable. Et on espère. Et on se dit, enfin, bon, après, voilà, vous êtes comme moi, vous allez sur les réseaux sociaux, vous comprenez tout ce qui peut tous nos motifs d'incompréhension. Quand on fait une presse film, c'est différent parce que une presse festival, c'est différent. C'est dur aussi. Mais on avance en équipe. Donc, ça veut dire qu'on échange avec les gens de notre équipe. On est dans le dialogue. On est dans la construction. Quand je travaille pour le groupe Ouest, mes auteurs écrivent leur scénario. Le travail continue. Et on cherche comment le promouvoir. Quand je travaille pour la Fondation GAN, pareil, le travail avec les auteurs continue. On réfléchit à comment le promouvoir. Là, je viens de faire la promotion des prix du syndicat français de la critique de cinéma. On aide, on valorise ces films qui sont sortis et qui ont besoin de soutien. On est là pour eux. Et c'est extrêmement enrichissant humainement d'accompagner ces films jusqu'au bout. On est finalement toujours sur la brèche, on est toujours sur le terrain. Et cette façon d'être sur le terrain, pour moi, en fait, elle ne s'est jamais arrêtée. À la semaine de la critique, la semaine n'a pas eu lieu physiquement, mais on a accompagné nos films, on a labellisé des films qu'on a accompagnés en festival, le festival d'Angoulême, ensuite on les a accompagnés en salle jusqu'à la Cinémathèque française, et puis pouf, là, on met en route une prochaine édition, donc j'ai un comité de sélection qui visionne des films, je suis déjà dans les rétro-plannings de l'organisation de l'édition qui arrive, donc je suis sur le terrain avec une équipe. Je suis dans l'incertitude, mais je ne suis pas inactive.
Et surtout, je suis dans le partage. Et ça, c'est précieux et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire de la presse festival. Parce que ce rapport-là, cette façon-là de vivre le cinéma est malgré tout différente. Et moi, elle me comble. Donc, c'est dur, mais je pense que c'est moins dur pour moi que pour mes collègues qui font de la presse film. On a aussi encore d'autres questions du public. Certains aimeraient savoir quels conseils est-ce que vous donnez aux gens qui veulent devenir attachés de presse et quelles qualités sont nécessaires d'après vous et comment, en fait, quelle a été la plus grande difficulté que vous avez été amené à rencontrer, même si c'est un sujet qu'on a déjà un peu abordé, mais rencontrer face à la crise du coronavirus? Je pense qu'une des qualités importantes pour être une bonne attachée de presse, c'est de savoir regarder le cinéma quel qu'il soit. Encore une fois, c'est pas une question qualitative. C'est-à-dire que je sois amenée à défendre les tuches ou que je sois amenée à défendre du cinéma de patrimoine ou que je sois amenée, l'important c'est d'abord d'aimer ce que je fais, d'être fière de ce que je défends, parce que je ne vois pas comment je peux convaincre le journaliste que j'ai en face de moi si moi-même je ne suis pas convaincue de ce que je raconte. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais su faire. Après, quelqu'un de votre âge, par exemple, qui viendrait vers moi en me disant je voudrais être attaché de presse, je vais lui dire ne le fais pas, ne le sois pas. Tu ne peux pas être qu'attaché de presse. Je pense que, encore une fois, il faut penser com avant de penser presse, parce que la communication engendre la presse et non l'inverse. C'est pas un choix du cœur, c'est un choix de réalité de terrain. C'est-à-dire confronté à ce principe de réalité, ça demande une capacité d'adaptation. Après, la presse, on en aura toujours besoin, malgré tout. C'est pour ça que c'est un format un peu hybride. Parce que je crois que cette conversation autour du film, cette conversation autour du cinéma quand on parle de festival, cette conversation autour d'un auteur, tout ce qui finalement est notre spécificité, j'allais presque dire à nous les Français qui sommes quand même champions de la critique et de la critique de cinéma, c'est indispensable de l'avoir, cet œil-là. Et par exemple, passer par Censier, ça m'a énormément aidé. Connaître le cinéma de patrimoine, faire de l'analyse de films, lire le b.a.-ba du b.a.-ba des écrits sur le cinéma et passer ma vie en salle des périodiques, j'allais dire à téter le lait des cahiers du cinéma, être positif, ça m'a énormément aidé, en tout cas pour mener à bien le travail que je fais. Après, je crois que ce qui est important, c'est de savoir s'effacer derrière l'œuvre. Il faut vraiment comprendre qu'on est un outil de travail au service du cinéma. Donc voilà, je dirais c'est ça je crois ce dont on a besoin en tout cas pour exercer cette profession. Si on en revient au Covid, l'expérience la plus compliquée, c'est quand l'œuvre est empêchée. C'est quand l'œuvre est empêchée. C'est quand on le tue, ce cinéma. Et certains trouvent leur respiration en allant. Je pense au Pinocchio que Bach a vendu à Netflix, mais parce que le distributeur à un moment donné n'avait pas le choix. C'est une société qui a des salariés, il faut les payer. Le film il était avorté, ce film, et pourtant c'est un beau film. Donc voilà, ça reste une solution qu'on est obligé d'envisager pour que les films
puisse vivre et que l'industrie surtout puisse continuer à vivre pour pouvoir être là aussi pour d'autres films. Et donc ça, voilà, c'est le plus dur, c'est d'être empêché. C'est que ces films-là soient empêchés. Merci beaucoup. Je me permets d'intervenir puisqu'il faudrait voilà, pour vous remercier, puisqu'on doit malheureusement, je pense, finaliser cette table ronde pour laisser, plutôt ce témoignage, cette rencontre pour laisser place aux intervenants qui viennent d'ici 2 minutes. Donc, merci beaucoup à vous. Je vous laisse peut-être le mot de la fin, Mélina et Antonin. Oui, alors voilà, on voulait surtout tout d'abord, moi déjà, si personnel, je voulais remercier pour la préparation de cet entretien. On voulait remercier l'ensemble de notre équipe et madame qui s'occupe de nous. Et on voulait vraiment vous remercier d'avoir pris le temps de venir nous parler de votre métier, et spécialement dans ce contexte actuel, et nous avoir permis de le découvrir un peu mieux, et comment la crise actuelle avait été amenée à vous impacter. Donc voilà, vraiment merci. Et merci à tous ceux qui ont suivi. Merci à vous. Merci. Et à bientôt peut-être. Oui, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.